Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Brassage, votre émission hebdomadaire qui explore les richesses culturelles, sociales et humaines de notre continent africain. C'est Rania Etrassi au micro et comme chaque semaine, je vous invite à découvrir un sujet passionnant en compagnie de nos chroniqueurs venus des quatre coins de l'Afrique. Brassage est un espace d'échange et de partage où nous débattons, nous racontons et nous célébrons la diversité de notre continent tout en jetant un pont vers le reste du monde. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous rassemble tous, la cuisine. La cuisine africaine, c'est bien plus que des plats. C'est une culture, une histoire et une véritable identité. Mais quel est son impact à l'échelle mondiale? Comment nos saveurs, nos recettes et nos traditions culinaires influencent-elles le monde? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Pour ce voyage culinaire, je suis accompagnée de nos trois chroniqueurs habituels, Varso Mifundo du Congo-Brazzaville. Bonjour Varso. Bonjour Rania, bonjour à tout le monde, ravi d'être présent encore. Mohamedou Dia du Sénégal. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Et enfin Alamine Mohamed du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour et bonjour l'Afrique. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, parlons un peu de ce qu'est la cuisine africaine. Elle est souvent décrite comme une cuisine authentique, riche et variée, mais elle est surtout un véritable reflet de la diversité du continent. Mais cette cuisine qui porte l'empreinte de siècles de savoir-faire et d'échanges culturels n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur à l'échelle mondiale. Alors aujourd'hui, on va mettre les projecteurs dessus. Selon vous, qu'est-ce qui rend la cuisine africaine unique? Je commence par Varso. Eh bien, Rania, il faut savoir que la cuisine africaine est le reflet de son histoire et sa géographie. Elle puise justement ses saveurs dans des ingrédients locaux, souvent liés à des pratiques agricoles saines aujourd'hui. Et parmi justement ces trésors culinaires, je parlerai de la cuisine congolaise. J'ai grandi dans cette cuisine, donc je parlerai plus de la cuisine congolaise qui se distingue justement par sa diversité de ses plats emblématiques ancrés dans la culture et le quotidien des Congolais. On parlerait par exemple de la richesse des plats congolais en termes de mets comme le sakasaka. Donc c'est des feuilles de manioc cuisinées ou le plat typique également, le poulet mwamba qui sont des symboles de convivialité au Congo-Brazzaville, tout comme au Congo-Kinshasa. Donc il faut dire que nous partageons pas mal de cultures culinaires avec la RDC. Il y a aussi une gastronomie variée, donc le Congo justement allie les influences frontalières, fluviales et agricoles avec, je venais de dire, la RDC. Il y a aussi le caractère nutritif de la cuisine congolaise. Donc les plats sont conçus pour nourrir avec un équilibre entre les féculents, protéines et légumes. Merci Varso. Mohamedou, selon toi, qu'est-ce qui rend la cuisine africaine unique? Moi, c'est saveur. J'ai failli un peu, en quelque sorte, me battre avec Varso. Lorsqu'il a mentionné Sahara, je pensais que c'était c'était juste uniquement du Sénégal. Donc, bon, ça reflète aussi également que peut-être nous sommes tous, bien vrai que l'Afrique soit un continent avec différentes cultures et art culinaire aussi, mais il y a de ces choses également que nous avons en commun. Le Sahara aussi, les feuilles de manioc, nous appelons ça aussi la même chose. Ou des fois, les feuilles de la patate douce. Donc, on fait ça avec de l'huile de palme. Donc, on appelle ça le Sahara. Oui, on appelle ça de l'huile Sahara. Donc, ce qui fait la particularité de l'art culinaire africain, c'est tout ce que nous mangeons, c'est quelque chose qui est
qui est frais. Bio. Par exemple, c'est pas des trucs qui sont conservés, on ne sait pas quand. C'est pas des produits qui, là où il y a des produits fumés à l'intérieur, ou par exemple, il y a une transformation. Non. Tu vois, par exemple, les feuilles de moringa, on les mange dès qu'on les cueille. Les feuilles de baobab aussi, donc c'est quelque chose qui est bio, c'est quelque chose qui est naturel, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, même si quand des fois on a tendance à dire que l'excès tout excès est nuisible à la santé, mais pas ces genres de nourriture. Donc les saveurs aussi, on ne peut même pas les qualifier. Par exemple, quand je prends par exemple le tamarin, je sais pas si vous le connaissez, ou les feuilles d'oseille par exemple, c'est des saveurs uniques. Même si par exemple on mélangeait des produits chimiques, on ne peut pas avoir quelque chose qui est original, identique à ces saveurs-là. Donc, quand on les met dans une nourriture, c'est la magie, comme Lamine a tendance à le dire. Donc, c'est la magie. Tu manges. À chaque bouchée, tu as l'impression que ça devient encore de plus en plus délicieux. Donc, ce qui fait en plus la particularité de la cuisine africaine, donc c'est les saveurs. Et également, la technique aussi, les techniques de préparation, par exemple. Quand je dis technique de préparation, par exemple, on prend l'exemple du riz. Par exemple, au Sénégal, la plupart des plats sénégalais, c'est à base du riz. Mais avec le riz, on peut en faire plus de 1000 plats, ou j'exagère là, plusieurs recettes. Et chaque goût également, ça dépend. Par exemple, tu peux mettre par exemple du tamarin où tu ajoutes les feuilles d'oseille ou du poisson sec, ça donne un goût. Tu mets de la viande, ça donne un autre goût. Donc, avec un seul ingrédient, tu peux en faire des plats diversifiés, des centaines de plats diversifiés. Donc, c'est ce qui fait la particularité de la cuisine africaine. Merci Mohamedou. À Lamine, on voit de plus en plus de restaurants africains dans les villes comme Paris, New York, Londres ou même Tokyo. Ces lieux deviennent des ambassades de la culture culinaire africaine. Selon toi, quelles sont les principales raisons du succès des cuisines africaines dans ces grandes villes ? Le succès de la cuisine africaine dans ces différentes villes est lié majoritairement à la présence des Africains, pour utiliser le terme, dans ces différentes zones. Parce qu'on a tendance à arriver à l'étranger, en Occident, et ne pas trouver nos plats typiques de chez nous. Et si on a l'occasion de trouver quelqu'un qui peut le faire, même si c'est à n'importe quel prix, on va serrer le cœur, on va l'acheter. Il y a déjà du côté des Occidentaux, la quête de la diversité culinaire. Il y a la curiosité de savoir comment est-ce que le plat que j'ai vu, par exemple sur Internet, là, quel goût ça peut avoir. Certains sont réticents parce qu'ils se disent non, c'est pas bien, ou bien c'est pas bien fait. Mais d'autres ont la curiosité. Je dirais pas la curiosité, je dirais la bonté de cœur de goûter quand même pour savoir à quoi ça ressemble. Ouais, ils sont un peu curieux. Ils sont curieux. Parce que si tu ne... En fait, Mohamed et moi, on a tendance à dire qu'on mange d'abord avec les yeux. D'abord. Oui, parce que un plat, si c'est pas mangeable avec les yeux, ça sera difficile pour toi d'aller vers le plat. Non. Ce qui fait la particularité de la cuisine africaine, c'est les couleurs, la couleur du plat. Quand tu vois le plat, ça te donne envie de manger. Ça te donne envie de manger. Il y a aussi l'intérêt pour la nourriture saine et naturelle, parce que tout à l'heure ils l'ont mentionné, la plupart de nos plats sont bio, d'origine naturelle. On peut arriver dans un champ, on prend les feuilles de manioc, on prend les tubercules de manioc qui viennent de la terre, qui viennent de mère nature, on les cuisine et on les mange sur place. Moi quand j'étais petit, on partait au champ et on faisait un petit feu. À côté il y avait le champ de ma mère. On cultivait les tubercules de patates et de manioc. On faisait bouillir ça sur place et on mangeait avec le piment. C'était très bon, très 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 bon. Il y a aussi, tout à l'heure je l'ai mentionné, mais c'est grâce aussi à l'histoire de la diaspora à l'étranger que cette cuisine africaine est mise en avant du côté de l'étranger. Il y a aussi la mondialisation des tendances gastronomiques. Déjà, il y a certains plats qui sont inscrits dans le patrimoine matériel de l'UNESCO. On a le ndolé continental, par exemple. C'est un plat typiquement camerounais. Et j'aimerais revenir sur un petit point. C'est que la cuisine africaine est très diversifiée et originale. La preuve en est que chez Varso du Congo Brazza, ils ont le sakasaka. Chez Mohamedou, ils ont le sakasaka. Chez moi, on a le sakasaka, mais ça s'appelle pas le sakasaka. Ça s'appelle le pum. C'est fait d'une autre manière.
Donc, ça souligne vraiment l'originalité et le savoir-faire, la sagacité, l'ingéniosité des mamans africaines à utiliser vraiment. Mais justement, malheureusement, je l'avais déjà mentionné, la cuisine africaine n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur à l'échelle internationale. Varso, que faut-il faire pour que la cuisine africaine soit reconnue sur la scène internationale, comme c'est le cas pour la cuisine européenne ou la cuisine asiatique? Vous savez très bien que l'Afrique, il y a beaucoup de stéréotypes sur sa culture et son savoir-faire. Donc la cuisine également n'échappe pas à ces polémiques ou ces critiques. Malgré le talent de nombreux chefs africains, leur reconnaissance internationale reste limitée. Vous savez, un soutien justement accru est nécessaire pour mettre en avant leur expertise. On peut parler de leur visibilité médiatique. Déjà, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour en parler déjà, c'est une très bonne chose. Les émissions, par exemple, culinaires, des documentaires ou des concours internationaux, justement, pourraient mieux les valoriser pour être au même rang que d'autres cuisines ou tout simplement être visible avec d'autres chefs. Il y a aussi, j'ai toujours martelé là-dessus, la formation, donc l'éducation, que ça soit du côté de la culture ou du côté gastronomique. Nous avons besoin de ces formations. Vous savez, faciliter l'accès à des chefs africains aux écoles culinaires prestigieuses, justement, ça permet la visibilité ou la place que mérite la cuisine africaine. On peut parler aussi de la collaboration. Donc, Alamine, on a parlé tout à l'heure des restaurants qui voient les jours à Tokyo ou à New York. Eh bien, les chefs, on doit les encourager à faire des partenariats mondiaux pour pouvoir exploiter ou encore exporter ce qu'ils ont déjà comme bagage. Je vais vous parler par exemple le chef Dieudonné Malonga qui mélange justement tradition congolaise et gastronomie moderne, qui fait justement briller la gastronomie africaine avec son style novateur et un modèle justement pour cette reconnaissance. Je parlerai également pour terminer le projet Afro Gastronomie qui justement connecte des chefs africains pour promouvoir leur cuisine à l'échelle mondiale. Donc c'est ce genre de plateforme ou d'initiative que nous avons besoin pour que la cuisine africaine ait sa place. Merci Varso. Moi désolé d'interrompre, moi j'aimerais ajouter aussi une chose. Varso l'a mentionné un peu, mais je vais partir en détail là-dessus. Ceci dit que, par exemple par rapport aux formations professionnelles, moi je pense que il va falloir établir une politique parce que il y a beaucoup de formations professionnelles par exemple qui se font à travers beaucoup de pays, par exemple des écoles de tourisme et hôtellerie et tourisme aussi. Oui. Mais malheureusement, la plupart de ces écoles qui sont établies dans certains pays africains ne prennent pas en compte les cultures culinaires du pays. La plupart, ils vont te dire que nous avons une culture française. Un jour, par exemple, je parlais à un élève qui faisait la formation professionnelle en art culinaire et tout. Je lui ai demandé, est-ce que, par exemple, toi, si tu rentrais au pays, tu pourrais ouvrir ton restaurant. Mais malheureusement, ce qu'il me dit, c'est qu'ils ne font pas de culture africaine. Donc, il n'y avait pas de plat africain. C'était une culture française, c'était une culture occidentale. Oui. Donc, moi, je me dis que, par exemple, si on établissait une politique ou des politiques qui feront en sorte que peut-être ces personnes qui veulent vraiment faire ces genres de projets et essayer d'insérer les jeunes prodiges, il va falloir peut-être que le gouvernement ou qu'il y ait une politique qui va faire en sorte de pas les imposer forcément, mais aussi d'être quand même pragmatique, à savoir, quand je dis partir dans le but, parler de l'essentiel, essayer de faire en sorte que d'intégrer l'art culinaire africain, parce qu'on peut les varier, parce que c'est la seule façon plutôt de mettre en avant et que peut-être nos cultures, l'art culinaire africain soit reconnu au niveau international. Et par le biais également des médias, là on pourra encore faire de plus. Varso l'a cité, par exemple, la cité un chef ici, donc c'est des personnes qui sont faire vraiment la promotion de l'art culinaire africain. Voilà, exactement, pour que cela soit bien reconnu. Mais si par exemple on reste, on n'est pas trop attentif par rapport à certains points,
là, ça va encore beaucoup. Voilà, Justement, parlons des plats qui dépassent les frontières. Donc, certains plats comme le couscous, par exemple, commencent à être bien connus à l'étranger. D'après vous, pourquoi ces plats en particulier deviennent-ils des symboles de la cuisine africaine à l'international? Alamine. Moi, je dirais c'est plus par curiosité et l'influence de la diaspora. Parce que par coutume, ici en Algérie, par exemple, chaque vendredi, on fait le couscous. Ça veut dire que des familles algériennes qui sont à l'étranger, chaque vendredi, ils vont faire le couscous. Préparent le couscous. Et les amis de ces familles qui sont étrangers, ils invitent les amis à manger du couscous. Et quand ils rentrent à la maison, ils disent à ses parents, maman, j'ai mangé le couscous. Le parent demande le couscous, c'est quoi? Et un jour, la famille algérienne va présenter le couscous. Va l'inviter pour manger du couscous. Et c'est comme ça que petit à petit, les différents plats africains se font voir et se font apprécier partout. On a l'habitude de dire que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais par exemple, une expérience, j'étais avec Mohamed à la fête de l'unité nationale du Cameroun l'année passée, si je me rappelle bien, et on avait les chefs avaient préparé de la nourriture camerounaise. Il y avait le ndolé, il y avait le njapche et il y avait un autre plat. D'habitude, le ndolé est apprécié par tout le monde. Que tu sois algérien, que tu sois cambodgien. Le ndolé, c'est un plat sawa. Ce sont des feuilles, ce sont les feuilles de ndolé préparées avec de l'arachide, la pâte d'arachide écrasée, et soit du poisson fumé, du poulet, on peut mettre beaucoup de trucs à l'intérieur, mais c'est plus de la viande. Et on mange souvent ça avec la banane plantain ou le bâton de manioc. Le bâton de manioc, c'est la tubercule de manioc écrasée, préparée d'une certaine manière à ce que ça soit vraiment comme un bâton de manioc, quoi. Lui, il l'a goûté, il n'a pas apprécié. Par contre, je suis sûr que Varso le mange, il va aimer, il va adorer. C'est pour dire que c'est pas tant parce que quelqu'un n'aime pas quelque chose que c'est pas bon. Non, c'est pas Varso, Alamine va t'inviter pour manger. Ça, c'est certainement. Tant que ce n'est pas trop épicé, je suis prêt. Non. Et il y a aussi ce qui fait en sorte, l'originalité de la culture africaine, c'est qu'on accepte l'influence des autres par rapport aux épices, par exemple. Du côté de l'est de l'Afrique, ils ont beaucoup été influencés par les épices des Indiennes. Oui. Et ils ont su s'approprier ces épices et en faire vraiment on peut dire que c'est même pour eux carrément. Leur chicken biryani, quand ils commencent à citer les plats de chez eux là, quand ils commencent à citer les plats d'Afrique de l'Est, c'est tellement juste à base des épices indiennes là. Et même chez nous, on a certaines épices, malheureusement on ne trouve pas ça ici, mais quelqu'un te fait un plat avec ces épices. Juste chez nous, on dit on entend les odeurs, en fait. En entendant cette odeur. Je me rappelle une fois quand j'étais en première année, quand je venais d'arriver en Algérie, j'avais quelques épices. Et un jour, j'avais préparé dans mon bâtiment. La personne j'étais au dernier étage. La personne qui entre au rez-de-chaussée, il entendait l'odeur de ce que je préparais carrément. Waouh. Tellement. Donc c'est trop fort. En fait, c'est pas tellement si fort que ça. En fait, ça sent trop bon. Et tout le monde venait frapper à ma porte. Que tu prépares quoi? Qu'est-ce qu'il y a le chef Alamine. Sur ce, voilà, j'aimerais juste appuyer sur ça, par exemple. C'est la même chose pratiquement chez nous, par exemple. Tu vois, quand une personne commence à cuisiner, bon, nous, on n'entend pas les odeurs quand même. Mais quand même, ça peut sentir partout. Et là, tu vas te dire que waouh, c'est quelle nourriture ça. Et quand la personne te propose ça de manger, tu goûtes, ça y est, c'est fini. Alamine, tu vas nous préparer un plat camerounais. Passons maintenant à l'innovation. Donc, de nombreux chefs réinterprètent les plats traditionnels pour les adapter au goût contemporain ou les intégrer dans la haute gastronomie. Comment allier modernité et respect des traditions dans la cuisine africaine, Mohamedou? Moi je vais dire que pour premièrement réinterpréter les classiques, ceci dit à moderniser les plats traditionnels tout en respectant les saveurs de base. Par exemple, il va falloir vraiment qu'on essaie de mettre de pallier, comme on a tendance à dire, l'art culinaire africain et avec la culture occidentale de manière un peu générale, comme pour essayer de beaucoup mettre ça en avant par rapport sur la scène internationale, mais le faire méticuleusement. Pourquoi cela? Par exemple, personnellement, c'est de l'expérience, parce que moi je cuisine ce que je mange. D'habitude, je prépare beaucoup même.
On a beaucoup de chefs dans le studio. Ouais, moi je prépare. Moi aussi, je prépare. Moi, je suis un bon mangeur. J'ai eu l'expérience, par exemple, quand d'habitude je pars chez l'épicier et que j'achète du l'ail en poudre. La saveur que j'ai, le goût que ça me donne, ce ne sera pas la même chose que le goût de la gousse d'ail. Tout à fait. Exactement. C'est pas la même chose. Le poivre, on a les mêmes saveurs, mais l'ail, c'est pas la même chose. Donc, il va falloir vraiment que l'on soit méticuleux sur ça. Sinon, on risque de trahir. Oui, on va trahir vraiment l'identité culturelle, l'art culinaire africain. Donc la saveur également. Donc à la place, si par exemple Alamine veut préparer du ndolé et qu'on met du l'ail sur le ndolé. Toi tu parles de l'ail, j'ai vu une vidéo, elle a mis la tomate dans le ndolé. Voilà, tu vois. Donc c'est bien parce que c'est de l'art. La cuisine c'est de l'art. Moi je le considère comme de l'art parce que des fois il suffit juste de bien garnir certaines choses, de bien préparer soigneusement. C'est l'art culinaire. Donc à force de voir ça, ça va attirer ton œil. Et tu auras envie de manger ça. Donc il faut respecter les ingrédients, les techniques. Etc. Exactement. Il va pas falloir vraiment sortir de dire que non, je vais essayer d'innover et mettre des choses qui ne sont pas, par exemple, qui ne sont pas adéquates. Dans le ndolé. C'est comme par exemple une personne qui prépare le thiéboudienne. C'est le plat national du Sénégal, du riz au poisson. Et il prend le gombo, il écrase le gombo, il le met sur le riz. Donc ça, tu vas trahir. Tu vas pas préparer du thiéboudienne, mais tu vas préparer autre chose. C'est un autre plat qu'on ne sait même pas c'est quoi. Donc tu vas trahir. Et c'est comme si c'est du plat à quelque chose. Donc c'est pas bien. Et aussi, on peut également incorporer de nouvelles techniques. Donc utiliser des méthodes culinaires. Bon, j'ai effleuré sur ce point aussi, à savoir le faire soigneusement. Bien garnir les plats, parce que par exemple quand un Sénégalais prépare par exemple si c'est des baptêmes ou les mariages et tout, il y a beaucoup d'ingrédients, il y a beaucoup de condiments sur le plat. Beaucoup. Donc tu vois, c'est très beau et puis voilà, donc ça te donne vraiment envie c'est le plat qui va te dire mange-moi. Donc voilà, tu vas avoir la curiosité de déguster et tout. Donc innovation également dans les ingrédients, utiliser des produits qui sont vraiment méconnus que l'on a tendance à mettre de côté parce qu'il y a beaucoup de produits peut-être par exemple malheureusement à l'échelle internationale nous avons des stéréotypes comme Varsola vient de le dire que peut-être ces produits ne sont pas sains ou c'est fructueux dans la logique où ce n'est pas sain ou ça peut porter préjudice à la santé, or que c'est pas ça. Nous mangeons bio et ce qui vient de la nature, c'est quelque chose qui est exceptionnel. En aucun cas, à moins que cela soit du poison. Même, par exemple, comment ça s'appelle? Les champignons, des fois, on dit que c'est du poison, mais il y a certaines mesures là, ça peut servir à quelque chose. Donc, voilà, si on respecte ça, si on respecte cette logique, donc voilà. On peut innover. Merci Mohamed. Même en parlant de poison, il y a par exemple un poisson japonais, ça s'appelle le fugu. C'est un poisson extrêmement venimeux. Mais les chefs japonais, ils savent. Le serpent aussi. Ouais. Le serpent, le venin du serpent aussi. Il y a une façon de le tuer et de le cuisiner pour que les effets du poison soient complètement atténués. Moi, je vais un peu revenir sur les différentes façons de préparer. L'art culinaire africain est divers et varié, ça c'est clair. Imaginez par exemple au Cameroun, mon plat de ma région, le plat de ma région c'est le gombo avec le poisson. Il y a une façon de le faire et on le mange avec les crêpes de riz. Et si tu descends dans le centre, il y a une autre façon de faire le gombo. Moi, j'aimerais aussi intégrer l'acceptation de la différence de la façon de cuisiner. Ouais. Par exemple, chez moi, quand tu mets le crabe dans le gombo, c'est impossible. Ça se fait pas. Pourtant, au centre Cameroun, ils ne peuvent pas faire le gombo sans mettre le crabe à l'intérieur. Ou bien il y a une façon de préparer le gombo lui en tant que tel. Et nous, il y a le gombo frais, il y a le gombo sec. Ouais. Le gombo frais et le gombo sec, c'est totalement différent. La façon de les préparer sont totalement différents. Les goûts sont totalement différents. C'est le jour et la nuit. Et quand tu prends ce plat à l'extrême nord, tu viens prendre le même plat au centre. C'est deux mondes différents. On doit aussi accepter que des autres personnes préparent aussi la même chose que nous, mais d'une autre façon. Différente. D'une autre façon. Moi, je dirais qu'il faut aussi intégrer l'acceptation de la différence. Effectivement. Merci Alamine. Parlons des défis. Donc, la cuisine africaine a encore du mal à être pleinement reconnue dans les cercles gastronomiques mondiaux. Selon vous, qu'est-ce qui freine cette reconnaissance, Varso? Cette question, je l'aborderai justement sur deux volets. Premièrement, il y a les obstacles. On revient encore une fois sur les stéréotypes dont subit la cuisine africaine.
elle est souvent perçue comme simple ou rurale, ce qui est loin d'être vrai. Il y a aussi le manque, je l'ai cité tout à l'heure en amont, le manque de visibilité. Donc, peu de chefs africains sont présents dans des guides culinaires prestigieux comme le Michelin, par exemple. Il y a aussi les infrastructures. Vous savez, les producteurs africains peinent justement parfois à exporter leurs produits qui sont pourtant naturels et de bonne qualité, mais ils ont du mal justement à pouvoir les exporter. Maintenant, il y a aussi les opportunités, parce qu'il n'y a pas que, pas que le côté. Il y a aussi les opportunités justement pouvoir promouvoir l'éducation culinaire. Je réitère encore cette question de l'éducation, justement former des ambassadeurs culinaires qui peuvent être d'ici ou dans la diaspora, justement pour pouvoir exporter et exploiter l'art culinaire du continent. Il y a aussi l'investissement dans des événements mondiaux, donc participer à des expositions et concours. D'ailleurs, le festival We Eat Africa, qui est à Paris, qui justement met en avant la gastronomie africaine, qui attire aujourd'hui un large public, justement, qui essaie justement de goûter les couleurs africaines et surtout les mets africains. Merci Varso. Pour conclure, la cuisine est un vecteur puissant de soft power culturel. Elle raconte une histoire, crée des ponts entre les peuples et peut devenir un véritable outil de rayonnement pour l'Afrique. En quelques mots, quel message souhaitez-vous adresser à nos auditeurs sur l'importance de la cuisine africaine? Je commence avec Mohamedou. Alors, le message, c'est que, bon, on l'a dit, on va le réitérer et le répéter encore une fois, c'est que pour que l'on ne sorte pas du domaine de la culture africaine, il va falloir qu'on reste fidèle en quelque sorte, si j'ai utilisé le bon terme, par rapport à la tradition culturelle de l'art culinaire africain. Par exemple, ne pas incorporer des produits qui ne sont pas bio ou des produits qui ne sont pas vraiment naturels comme on avait tendance à Donc il faut respecter les ingrédients et les manières de faire, les techniques. Oui, ne pas être paresseux, parce que des fois, beaucoup de personnes sont paresseux, par exemple, dans la logique où, quand ils veulent cuisiner, ils vont juste voir que ça, c'est beaucoup plus facile, c'est déjà préparé, c'est déjà emballé, donc je vais prendre ça. Or qu'à la place, ils pouvaient utiliser des produits bio, naturels et frais. Donc je pense que, c'est le conseil que je donnerai, comme ça va pas trahir la culture africaine et le goût va toujours rester intact. Merci Mohamedou. Alamine. Bon, moi je parlerai plus sur le côté de la visibilité de nos plats, parce que j'ai l'habitude de voir sur Internet, principalement sur Instagram, des influenceurs qui, c'est pas tant dénigré, mais il prend par exemple un plat culinaire qu'il a l'habitude d'avoir chez lui, et lui il en fait un sujet de blague, du sarcasme. Oui, donc il faut respecter les différences. Ouais, il faut accepter les différences des autres et arrêter de se moquer des plats des autres. Merci Alamine. Varso, un dernier mot. Eh bien, pour le dernier mot, Rania, je dirais que, vous savez, la culture africaine, en partant de la chaleur des épices du nord africain aux plats savoureux des forêts tropicales, certes, la cuisine africaine reste confrontée à des difficultés ou à des défis pour obtenir sa reconnaissance qu'elle mérite largement. Eh bien, toutefois, elle n'a rien à envier à d'autres cuisines. Consommons africain. Merci beaucoup pour cet échange riche et appétissant. La cuisine africaine a tant à offrir au monde et c'est à nous, Africains, de la mettre en lumière. Merci à Hassiba Djebloun à la réalisation, merci à Linda à la barre technique et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Brassage. En attendant, partagez vos plats préférés, cuisinez en famille et continuez à célébrer notre belle culture. À très bientôt.